Antoine, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Rouen. Je sais que c'est ta seule et unique date. Par amitié pour nous, pour la salle, pour ta venue à 120 battements par minute. C'était vraiment, tout le monde se souvient de ce grand débat qui était houleux. Intense. Et là, voilà, on est heureux de t'avoir ce soir pour parler de ce film qui, je pense, a impressionné un peu le public. En tout cas, c'est un film, vous verrez, quand on sort de la salle et qu'on rentre chez soi, même si on l'a pas aimé, ça peut arriver, même si on l'a super aimé, il y a plein d'images qui restent en tête, c'est un film qui est extrêmement fort. Comment tu as atterri sur ce projet, Antoine? Alors, juste pour info, je joue l'avocat général. Oui. Ah oui, parce que tu changes de tête à chaque fois. Ouais, je suis là. Ouais. Mais j'ai quand même pas le rôle le plus sympathique. Le seul qui défend Samuel, quand même. Mais non, quand je suis arrivé, en fait, elle voulait pas du tout Justine, elle voulait, parce que les avocats généraux, souvent, ils sont quand même plus âgés, et Justine, elle voulait une femme d'âge mûr, et donc elle a mis du temps avant de me voir, et c'est vrai qu'elle a aimé, je crois, j'ai pris pas mal de liberté par rapport au texte qu'elle m'avait donné, et Justine, c'est quelqu'un du chaos, et elle aime pas quand les choses, elle écrit c'est d'une intelligence extrêmement précise, etc., mais en fait, si ça roule et si c'est trop proche de comme si c'était prévu, qu'il n'y a pas de présent, qu'il n'y a pas de surprise, ça l'angoisse, donc elle remet tout en question tout le temps. Et donc le fait que je sois pas forcément toujours prévisible, ce qui peut être très agaçant, en tout cas elle a aimé ça. Oui, en plus, le film est hyper écrit. Elle a coécrit avec son compagnon, enfin, qui est un cinéaste. On a passé les films d'Arthur Harari, Souviens de Noda, qu'on a passé il y a quelques années de ça. C'est un film, elle était très, très ouverte au changement, parce que, par exemple, les scènes de plaidoirie, c'est ultra écrit, tu disais, c'est vraiment où elle laisse ouverte non, c'est écrit, mais elle laisse ouvert, en fait. Ouais. Enfin, elle est vraiment c'est assez étonnant parce qu'elle est dans un rapport pas du tout hiérarchique, pas du tout supérieur. Elle cherche, et on sent qu'elle vient des beaux-arts, donc il y a un truc où elle est vraiment pieds nus, habillée n'importe comment au milieu du plateau, et elle cherche, et du coup il y a un truc où on change, elle trouve ça super, on rechange, et en fait, surtout, par exemple, il y a beaucoup de réalisateurs où on arrive, on nous place, on est enfermé dans un carcan de tu es là et tout, et c'est très difficile de s'approprier ça. Et Justine, c'était pas du tout ça, c'est-à-dire que on arrive, moi la veille j'étais dans les décors, donc je me préparais mon petit chemin, mon parcours, ce qui aide aussi à prendre de la place et à prendre du pouvoir en fait. Et le matin, je lui montrais ce que j'avais prévu, on en discutait, et après elle redécoupait tout ce qu'elle avait prévu, donc normalement le découpage c'est un truc qu'on prévoit pendant des semaines avant. Là elle avait tout prévu, mais elle redécoupait tout avec son chef et avec toute son équipe image, donc elle remettait tout en question. Et par exemple il y a un long plan séquence sur l'enfant, quand on interviewe l'enfant, quand on interroge l'enfant et qu'on reste sur lui d'un côté et de l'autre, ça c'était pas du tout prévu, c'est juste, on a fait ça, elle s'est dit bon bah du coup comme vous m'avez changé tout ce que j'avais prévu, je suis obligé de la mettre la caméra là et là, donc on va faire les deux plans d'un coup, puis finalement bon ça marche, donc on garde. Tu fais l'avocat général, est-ce que pour ce rôle tu t'es un petit peu immergé dans des palais de justice ou tu as été coaché par un professionnel de la justice? Comment tu as abordé ton rôle? Bah, un peu, mais en fait bizarrement sur ce rôle, j'ai l'impression que c'était une immense partie de loup-garou, donc ça m'excitait pas mal, un truc un peu où je voulais gagner. Et sur ce rôle, c'est plus une idée de logique, c'est-à-dire qu'il y a plus qu'une représentation du réel et qu'une. D'ailleurs, enfin, il y a plusieurs types de procès. Il y a des procès où on prend plus de liberté sur qui prend la parole, quand, etc. D'autres où c'est beaucoup plus réglé. Donc, Justine voulait aller dans un procès où le juge donne aussi une certaine liberté dans les conventions et dans la façon dont on prend la parole, tout simplement. Moi, je bouge peut-être un peu trop, mais je me suis inspiré de réel, de la réalité. Mais ce qui était le plus important, je pense, c'était vraiment l'idée de logique et d'être. En fait, ce qui est étonnant, c'est que nous, quand on joue, l'idée, c'est d'être toujours au présent. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et là, au contraire, l'avocat général, il sait tout, puisqu'il a déjà vu tout le dossier, il sait ce qu'il veut faire dire à chaque témoin. Donc il n'y a pas de surprise du présent. La surprise du présent, c'est comment on remet en scène le récit des autres, parce qu'on n'a pas le droit de nous donner nos conclusions, et comment on les rythme, comment on montre les incohérences,
Donc c'était pas tant un rapport au réel qu'un rapport à la logique. Comment elle travaille, Justine? Enfin, sur la préparation du film, par exemple, elle a réuni tous les acteurs, dont Sandra Hüller ou pas? Tu l'as rencontré longtemps avant le film, tu l'as rencontré juste avant le tournage, cette comédienne qui est absolument exceptionnelle, qu'on va revoir là bientôt le 31 janvier dans la zone d'intérêt, le film du grand cinéaste anglais Jonathan Glazer, qui avait fait Under the Skin et le film est énorme. C'est une comédienne incroyable. Tu l'as rencontrée au moment du début du film ou vous avez travaillé un peu en amont avec elle ou pas? Non, en fait, ça se fait pas. Chacun se débrouille. On arrive le jour J, on se rencontre et tu as intérêt à être autonome et tu te démerdes. Voilà. Enfin, t'as des pavés, tu travailles, et puis voilà. Ils ont beaucoup travaillé avec l'enfant, je pense, parce que, normal. Mais après, c'est notre responsabilité. De responsabilité de l'acteur d'arriver et puis de force de proposition, quoi. Il est extraordinaire, le jeune garçon qui fait Daniel. Là. Tu l'avais déjà rencontré? Vous vous êtes rencontrés sur le tournage? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Le chien aussi est assez incroyable. Le chien, d'ailleurs, on le voit au début et on le voit à la fin, il boucle le film. C'est un peu le. C'est aussi. Pour elle, c'est aussi une idée de fantôme de Samuel. Moi, je vois plutôt le seul témoin de ce qui s'est vraiment passé. Pour Milo, en fait, moi, j'aime pas trop. J'ai travaillé beaucoup avec des enfants et souvent, il y a plein de gens qui leur disent c'est incroyable ce que tu fais, tu veux être comédien et tout. Je trouve ça pas souvent très simple, mais là, ce qu'il fait, je trouve ça assez bluffant. En vrai, il est à la fois très cérébral, en même temps beaucoup dans l'émotion. Je sais plus ce que c'était la question. C'était. Voilà, je vous en parlais parce que beaucoup vont parler du chien, le déco. Elle avait une idée de plan qui allait très très vite au début, etc. Et c'est un chien en fait c'est une race de chien qui a des pattes qui, je sais plus, vont d'un côté de l'autre, et donc qui ne peuvent pas avancer très rapidement. Donc elle a dû revoir tous ces plans là aussi en fonction du chien, parce qu'en fait il ne peut pas. Donc bon, elle avance tranquille. Alors, certainement des questions pour le public. Pour Antoine. Si vous avez des questions, on va aller passer un peu dans la salle. Je peux dire des choses plus profondes aussi. Mais oui, tu peux. Il sort d'un tournage là, donc. Alors, qui se lance? Bonsoir à tous. Le film est magnifique. Il parle d'énormément de choses. Il pose beaucoup de questions. J'aurais voulu savoir, monsieur, sur ce tournage, par rapport au fait que ça se passe dans un tribunal, est-ce que ça change votre vision de la justice? Parce que l'avocat général, il est absolument misogyne et odieux. Il est détestable. Vous êtes détestable dans ce rôle. Par contre, dans le rôle de l'avocat, vous êtes merveilleux. Non, je voulais savoir si ça vous change la vision de la justice, parce que là, vraiment, on a une vision assez pathétique de la justice, je trouve, personnellement. Merci. Alors, comment défendre ça? Il y a des choses, je trouve que ce qui est assez beau, c'est qu'on voit à quel point plus on va vers plus on essaie de s'approcher de la vérité, plus, c'est Justine qui dit ça, mais plus on s'y approche, plus on le montre, plus c'est comme si on mettait le doigt dessus et finalement on ne voit plus rien. Il y a un truc où, mais en même temps, ce chemin vers la vérité a aussi, nous a permis nous a peut-être rincé et fatigué, mais a enlevé certaines émotions et certaines colères. Et moi, en fait, beaucoup de gens, sur la justice en général, en tout cas, je trouve qu'on peut y voir beaucoup de choses. C'est pas un éloge, mais j'ai pas l'impression non plus que ce soit une attaque au vitriol complète. C'est-à-dire que moi, mon avocat général, il paraît si un adversaire parce que c'est l'adversaire de l'héroïne, mais j'avoue que je ne l'ai jamais travaillé comme un méchant. C'est-à-dire qu'il est odieux parce qu'il est contre elle, mais je pense que à la base, il est vraiment profondément convaincu de sa culpabilité. Et s'il n'était pas convaincu de sa culpabilité, en tant qu'avocat général, il aurait une liberté de ne pas être aussi dur, de ne pas être... Alors après, il utilise tous les moyens de persuasion, un peu de mépris, de l'humour, du sarcasme contre une femme qui est accusée du meurtre de son mari. Mais à partir du moment où lui est vraiment profondément convaincu de sa culpabilité, j'ai l'impression qu'il est vraiment de bonne foi et que s'il est odieux, c'est
c'est en étant de... c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Mais moi, je peux pas, de toute façon, le percevoir... Après, je parle de mon point de vue, qui n'est pas le point de vue du film. Justine dirait peut-être autre chose. Mais je peux pas me mettre... Si j'avais pas été profondément d'accord avec lui, enfin, c'est pas que je suis d'accord avec lui, mais c'est-à-dire que si je le juge et que je me mets au-dessus, ça veut dire que je mets pas tous mes moyens à son service, et du coup, je serais moins bien. Donc, enfin, en tout cas, il se réveille pas en se disant méchant, quoi. Et je pense que s'il l'est, c'est vraiment simplement parce qu'il est convaincu de la culpabilité, qu'il est convaincu que c'est le seul à représenter ce mort et le seul à le défendre, et qu'il utilise tous les moyens à son service. Après, sur la justice, il pourrait être beaucoup plus doux. En vrai, s'il y a des avocats généraux qui... Enfin, ils représentent aussi le travail de la police et d'un juge précédent qui ont jugé que c'était nécessaire qu'il y ait un procès, donc il y avait suffisamment de preuves qui accablaient... voilà, mais là, je défends beaucoup mon perso. J'ai beaucoup travaillé dans ce sens. Tout le monde ne vous dirait pas la même chose. Une autre question peut-être pour Antoine, il y a peut-être pas forcément des questions, hein, ça peut être... Mais c'est partagé le fait que ce personnage soit haïssable, enfin je veux dire, je sais pas... Il n'y a pas eu beaucoup de projections, mais c'est pas une nouveauté. Bonsoir. Déjà un grand bravo parce que c'était bluffant sous tout rapport. Moi j'ai une question qui me taraude quand même. On n'a pas une réponse tranchée à la fin sur la culpabilité, sur le... Je veux pas avoir la réponse, je veux simplement savoir si la réalisatrice ou même vous en tant qu'acteur, vous avez eu accès à la vérité en fait finalement. Sans donner la réponse, on est tous chacun obligé de faire un choix clair pour notre rôle. Et donc la réalisatrice est obligée de nous laisser la possibilité de ce choix à un endroit. Bon, par exemple, j'ai passé le casting sur la scène, juste après la scène, tout au début, la première scène que j'ai eue du scénario, c'est la scène juste après l'écoute de la violente dispute. Donc peut-être que j'ai été orienté par ça, mais en fait cette scène c'est quand même la plus ambivalente. Et donc pour moi, elle était pas de manière très claire. J'hésitais à vous donner la réponse de Justine, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi... En fait, Justine, elle dirait qu'elle est innocente à 80%. Donc, il y a un moment, elle avait donné à Sandra, elle lui avait dit non, t'es innocente, parce que Sandra n'arrêtait pas de lui demander, mais alors j'ai vu ou pas Et elle lui a dit, juste avant le tournage, elle lui a dit non, t'es innocente. Là, Sandra a dit, mais ça me panique complètement maintenant, je ne veux plus jouer du tout pareil. Elle a dit non, mais en fait, pas du tout. Enfin, bref, tu sais pas. Enfin, et je pense que vraiment, il y a l'idée de se dire, le problème, c'est qu'on se place dans la position non pas de la seule personne qui sait, c'est elle et Samuel, mais de tous les autres qui en fait n'auront pas accès à cette vérité. Il y a un moment, on aura beau se battre pour la connaître. Et ce que je trouve, enfin moi quand j'avais lu le scénario, tout le long je me disais ok, j'aime trop, je trouve ça assez vertigineux, mais qu'est-ce qu'elle va me répondre à la fin? Et en fait, si elle répond l'un ou l'autre, je crois que j'aurais été hyper énervé. Et là, le fait qu'elle réponde par le haut en disant, il y a un moment, quand on n'a pas la vérité, c'est aussi laquelle va nous permettre d'avancer et de... voilà, c'est sur ça à retenir, c'est un moment, on n'a pas toujours... donc ouais, chacun s'était fait sa vérité, et la vérité de Justine, elle est à 80%. Quoi. Bonsoir. Déjà, bien joué, c'est le cas de le dire. J'ai perdu. Moi, je voulais juste savoir par rapport à ta prestation, comment tu le ressentais par rapport au montage qui a été fait, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de prises, et comme tu dis, tu as pris des libertés. Est-ce que tu t'y retrouves dans le choix des prises qui ont été faites parmi tout le procès? Il y a des choses où j'avais pris des libertés qui ont été gardées, où je me suis dit, franchement, c'était moins bien que ce que j'avais fait à l'origine, dommage. Mais moi je me battais beaucoup en scred, mais je me battais beaucoup. Il y avait un gros dossier qui était la longueur du film. Ils ont beaucoup coupé sur le début, où il y avait le rôle de la marraine qui était beaucoup plus présent. Elle faisait venir un chaman pour l'aider, ce qui a énervé la mère. Et ça, ils ont beaucoup coupé. Et il y a eu toute une question de couper le procès. Et moi, je faisais un lobbying en scred auprès du monteur et de Justine, en disant franchement non, c'était belle scène et tout. Et
ils ont vraiment eu du mal. Et même à Cannes, Thierry Frémaux leur avait dit c'est un peu long. Ça se compris un petit peu. Et en fait, non. Enfin, ils ont enlevé 30 secondes, quoi. Ce qui est quand même assez minime. Et le montage, je sais pas comment dire, en tout cas sur ce que moi j'ai tourné, j'étais pas surpris, je trouvais ça hyper bien. Enfin, souvent quand on se voit, on est quand même très en jugement de soi-même. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît assez peu. Donc je suis énervé, je me dis merde, je vais faire ça, ça, ça. Là, ils ont quand même fait un bon taf, donc j'étais content, mais surtout sur ce qu'ils faisaient sur le reste, j'ai trouvé ça à la hauteur du scénario. Or, le scénario était quand même assez vertigineux et bon, à part la scène où le chien est malade, où je vois vraiment le montage parce qu'en fait, ils n'ont pas malmené l'animal, donc il y a un moment, il faut monter parce que tout est fake, même s'il était bon. Mais, sinon, je trouve qu'il y a des. En fait, ce que je trouve beau, c'est qu'ils ont réussi dans ce truc quand même à faire du cinéma, à faire vraiment par exemple, ces mouvements de caméra qui montent d'un étage à l'autre, etc. Ils ont réussi à faire des vrais trucs esthétiques, alors qu'on était dans une recherche de vérité, de jeu, complètement centré sur le jeu, et on avait l'impression que le reste n'avait pas de place. Donc, je ne sais pas si je réponds, mais en tout cas, après, ils ont fait un travail de montage qui a duré des semaines et des semaines, enfin des mois et des mois en vrai. Il y a un boulot là, tu sens, vraiment. Et en fait, on ne peut pas accéder à un truc aussi précis. Je veux dire, je bosse sur des séries par ailleurs et tout, ils n'ont pas le même temps de montage. Et en fait, tu peux pas. Ah, pardon. Ah oui, mince. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Oui, en fait, on ne peut pas, sur des durées plus courtes, faire un travail aussi précis dans le jeu, dans la justesse. Enfin, là, ils ont vraiment pris des mois et des mois et des mois. Et je pense qu'il n'y a que le long qui peut permettre de faire ça, en termes d'économie. C'est son film le plus long en plus à Justine. Hein. Ouais. Là, depuis, j'ai l'impression que les autres films étaient un peu plus courts. Mais là, on sent que vraiment, pour revenir au montage, parce que c'est flagrant dans ce film, il y a un travail, mais c'est de la dentelle, quoi. Enfin, il y a un moment donné, sur l'unité des plans, la durée, le mixage même du film, parce que on parlait de tout à l'heure de ça, là, enfin, sur la scène d'ouverture, là, avec le son, ce son, mais très fort, incroyable. On se dit, mais où on va? Qu'est-ce que c'est? Où elle veut nous emmener dans ça? Et voilà, et on ne comprend pas. Nous, en tant que spectateurs, toujours, on est un peu perdu là, dans ce moment-là. Et il y a une construction sonore dans ce film, mais qui est impressionnante, hein, vraiment impressionnante. Elle en parlait pendant le tournage de ça, ou pas vraiment, non, je pense que vraiment ils ont pris du temps au montage, et par exemple ce truc de il parle sur ses lèvres, etc. Donc qui sont des choses qui peuvent être des idées qui là je trouve sont assez intuitives et donc pas ça c'est vraiment du temps de montage et je trouve que aussi elle prend le temps de, je veux dire, il y a des plans où il se passe rien, franchement elle arrive, elle ferme la lumière, elle va s'allonger, elle prend les chiens le chien dans les bras ou lui, enfin ça c'est aussi pour savoir si ça passe et si l'émotion est soutenue, etc. Enfin, si on est quand même avec eux, si on pense à quelque chose à ce moment-là, il faut vraiment avoir le temps de l'éprouver plein de fois sur un film aussi long, c'est une épopée. Bonsoir, juste une petite question. Vous aviez les cheveux rasés pour le personnage, c'est pour donner du poids et de l'âge ou c'était pour un autre rôle? En fait, moi je suis un peu partisan de se dire, c'est comme Leila Bekti qui a été enceinte 3 fois en 2 ans. Qui ne l'a jamais dit et qui, une fois sur 2, elle prenait pas mal de poids, et qui ne le disait jamais. En fait, je suis assez partisan de se dire que c'est toujours pour la fiction. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mix de vie perso et de fiction. Et il y a un moment, si je vous raconte pourquoi dans ma vie à ce moment j'avais les cheveux comme ça, c'est pas très intéressant, alors qu'en fait, c'est pour la fiction. C'était trop bien. Non, et une des choses, c'est on n'avait pas... Enfin, si, en vrai, on avait plusieurs parce que parallèlement je tournais un film où j'avais vraiment avec une perruque pour le coup, mes perruques, fausses barbes, etc. qui sont exactement comme et ça se voit pas du tout les damnés qui est sorti le mois dernier. C'est perruques et fausses barbes. Mais donc il y avait plusieurs possibilités et les parents de Justine, j'avais les cheveux assez courts, elle trouvait que ça faisait un peu militaire, mais ses parents sont bouddhistes et elle a grandi dans des communautés bouddhistes toute son enfance.
Et je sais pas, il y a un truc qu'elle a vu, elle a dit, ah mais quand je t'avais vu raser, c'était vraiment bien. Donc, pour le coup, ça ne m'appartient pas, ça fait plus âgé, ce qui est mieux pour un avocat général. Il y a quelque chose d'un peu dur, assez singulier, mais qui lui appartient à elle, et je n'arrive même pas vraiment à expliquer ce qu'elle voyait dedans, mais elle était fascinée par ça, donc j'avais assez confiance. Voilà. Après, c'est pas un rôle d'une grande séduction. Tu avais les cheveux courts dans 120 battements, non? Oui. Tu as les cheveux très courts. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être? Pas? Ah, Hervé, c'est plus. Alors, du coup, j'ai pas dit beaucoup de choses sur le sens de ce que ça donne, mais c'était quelque chose d'intuitif chez elle, et j'avoue que je le maîtrise pas. Merci. Je m'interrogeais sur la relation. Est-ce que M. Harari était sur le tournage, puisqu'ils ont écrit le scénario ensemble, et ça me renvoie à la relation de couple, de qui l'emporte sur l'autre, enfin, l'éternel dilemme qu'il y a dans la relation entre Samuel et sa femme. Et comment est-ce que ça se passait? Est-ce qu'il avait à intervenir ou pas? Ou est-ce qu'il y avait juste Justine en tant que réalisatrice? Sur le tournage, plus du tout. Il n'était plus du tout là. Après, Justine, elle est dans quelque chose où elle demande beaucoup les avis et de manière vraiment sincère. C'est-à-dire qu'elle a quelqu'un qui coach le jeu avec elle, Cynthia Hara, qui a un poste qui n'existe pas généralement dans les films, mais donc, qui dirige le jeu avec elle. Elle demande à sa script, donc on est dirigé aussi par... on a la remarque du chef-op, c'est plus elle qui vient nous parler. Et Arthur, non, ils avaient vraiment fait tout le scénario ensemble pendant le confinement. Ce qu'il faut dire, c'est que les gens peut-être le savent pas, mais Arthur Harari est le compagnon de Justine Triet. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Et ils ont des enfants, donc ils sont vraiment compagnons depuis pas mal d'années. Mais ils ont dit que clairement, ils ont trouvé ça beau, ce à quoi c'est abouti. Ils ne le feront plus. Parce que je pense que ça les a mis à l'épreuve quand même. C'est quand même vraiment une plongée sur deux écrivains qui réussissent, etc. Enfin, ils ont eu un confinement sympa. Mais il n'est pas mort. On ne peut pas reconnaître. Donc à partir de là, ils s'en sont plutôt bien sortis. Oui, non, moi c'est juste une remarque. Moi, ça me fait penser à L'étranger d'Albert Camus. C'est-à-dire, finalement, on ne sait pas qui est coupable. Et au fond, j'arrêtais pas de me dire, c'est pas ça l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est cette histoire entre un homme et une femme, leur enfant aussi, mais et ça, c'est ça qui est passionnant à mon avis. C'est finalement d'arriver à comprendre pourquoi. Et justement, derrière l'enfant, il le dit à un moment donné, pourquoi. C'est pas le comment, c'est le pourquoi. Et ce qui m'a plu, c'est comment on essaye de la faire passer pour une manipulatrice, alors qu'au fond, est-ce que c'est pas lui, à ses dépens, hein, on voit bien qu'il est malheureux cet homme sans doute, hein. Mais on l'a fait passer pour une manipulatrice, et alors qu'en fait, voilà. Et dans le couple, c'est toujours en suspens. Non, mais c'est vrai que sur la misogynie dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même quelque chose où c'est une femme qui se bat pour une liberté qu'on pourrait qualifier de très masculine à certains endroits, et dans l'idée d'étranger, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que effectivement, déjà, elle n'a pas notre langue, et l'air de rien, ça met une distance par rapport à elle, et donc on la juge, et elle a aussi une certaine froideur, Sandra, et donc ce que je trouve assez beau dans l'idée d'étranger aussi, c'est que moi je reste très à distance d'elle, je la juge beaucoup, et en même temps quand elle s'ouvre, je me dis, ouais, ce qu'elle vit c'est hyper dur, mais tout en étant à distance, il n'y a pas du tout de... Enfin, je trouve qu'on n'est pas dans l'empathie totale dans laquelle on est avec souvent les héros des films qu'on regarde. Il y a cette distance-là. Je pense qu'il faut... Excusez-moi, je pense oui, je pense qu'on n'a pas encore parlé, parce que ce film parle de beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure, et on n'a pas parlé du handicap de l'enfant, de la différence de l'enfant qui apparaît dans le couple
4 ans après la naissance du petit. Et je pense que ce rôle, justement, de la mère et du père vis-à-vis de l'enfant est très complexe par rapport à ça, parce qu'il faut l'accepter. Lui, il est culpabilisé, il se culpabilise lui-même. Oui, elle le dit à un moment donné, oui, je l'ai culpabilisé, et c'est vrai que vivre le quotidien avec un enfant qui devient différent n'est pas une évidence, et qu'il faut vraiment se battre pour, et que quelquefois, l'un des deux est démissionnaire. Donc, dans le couple, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Et puis, la deuxième question que je voulais poser, c'est par rapport à l'enfant, sur lequel le regard est très, très, très présent. Est-ce que vous l'avez mis des lentilles spéciales pour avoir ce regard un peu vitreux? Oui, alors, merci. L'enfant, pendant longtemps, ils ont voulu prendre quelqu'un qui était vraiment malvoyant. Ils ont fait beaucoup de casting et ça n'a pas... ils n'ont pas... Enfin, c'est dur en fait de trouver un enfant qui joue, qui corresponde au rôle, et ils n'ont pas trouvé, donc ils ont fini par aller chercher quelqu'un qui est... J'en ai pas parlé tout à l'heure. Lui, en fait, il avait fait juste un... Il est très, très... il adore jouer, etc. Il avait fait un casting pour jouer dans le film avec Virginie Efira et Romain Duris. Exactement. Et en fait, finalement, il était un peu trop âgé, donc c'est son petit frère qui a eu le rôle. Mais la directrice de casting s'est souvenue de lui, donc l'a rappelé pour ce film-là. Et il avait des lentilles sur les gros plans, en tout cas. Moi, je vous rejoins sur la multitude de sujets. Je trouve qu'il y a aussi, ce que je trouve très beau, c'est aussi le moment où le fils prend le pouvoir. C'est-à-dire que c'est quand même le fils qui a le pouvoir de vie ou mort sur sa mère. Et ça, quand il lui demande de sortir, je trouve que c'est assez vertigineux. Et sur la relation de couple. Bonsoir. Je suis là sur la bonjour. Bonsoir plutôt. Alors déjà, bravo. Moi, je voulais vous poser une question concernant la musique du film, parce que donc vous avez tourné le film et vous avez, je pense, dû voir la musique seulement après au montage. Et c'est vrai que ce film, moi, je l'ai trouvé très juste, sans vraiment l'être, parce que c'est un procès, donc parler de justesse, c'est compliqué. Et de justice aussi, je pense que l'ambiguïté peut jouer. Et cette musique, en fait, ça sonne faux parce que c'est pas la vraie partition. Enfin, c'est des entraînements, c'est de la pratique. Et je voudrais savoir, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel sentiment ça vous a procuré lorsque vous avez regardé le film? Parce que, voilà. En fait, non, et moi sur le coup, la première fois que je vois le film, je pense à beaucoup de choses par rapport à ce qui était prévu, etc. Ça m'a vraiment fait penser, il y avait tout un courant, le dogme et tout ça dans le cinéma de Lars von Trier, qui était vraiment que sur de la musique, je sais plus comment dire, intradiégétique, ou je sais plus, enfin, que de la musique où il n'y a jamais de la musique qui est mise de l'extérieur, mais c'est que de la musique sur quand les personnages écoutent de la musique dans la voiture, quand là l'enfant joue au piano. En fait, là, il n'y a que de la musique qui est dans le lieu, et jamais de la musique extradiégétique, je crois qu'on dit, je ne sais plus exactement. Il y a quelque chose que je peux trouver assez formel, mais que là, je trouvais assez beau, parce que les silences sont quand même très, très chargés. J'étais dans une ambivalence. Après, ce que je trouvais assez audacieux, c'était de mettre la musique très fort au début. C'est assez dérangeant, et en même temps... je trouve que ça fonctionne et que ça raconte la scène, pour le coup. En fait, j'ai vu beaucoup de films que j'ai trouvé gâchés par la musique. Et là, c'est pas le cas. C'est déjà pas mal, je trouve. Voilà, et ça m'a donné envie de jouer du piano. Mais alors, tu sais qu'on a... Antoine, on a fait, là, on sort d'une intégrale des films de Lars von Trier à l'Omnia, là. On a fait tous les films depuis un mois, là. On a terminé mardi dernier, et c'est impressionnant que tu parles de ça, parce que c'est vrai qu'on y pense pas mal. Enfin, on pense à Lars von Trier, à d'autres cinéastes, mais c'est vrai que le rapprochement avec ce cinéaste-là, particulièrement sur le travail sur l'écriture et sur le son, il y a les dissonances, là. C'est très, très impressionnant ce qu'elle fait dans tous ses films, d'ailleurs, Justine Trier. Parce que nous, on avait, même sur la bataille de Solferino, qui était son premier film, bon, il y a Victoria, Sibylle, mais
Je parle de la bataille qui nous avait vraiment impressionné, ce premier film déjà, qui était très très fort sur l'écriture, sur le montage, où il y avait... elle casse tous les codes d'écriture, à vrai dire. Elle ne veut pas rentrer dans un système d'écriture classique. Toi, tu l'as senti aussi quand elle dirigeait, enfin quand elle dirige aussi ses comédiens. Elle ne veut pas rentrer dans quelque chose de classique. Tu le sentais qu'elle allait dans des directions totalement différentes. Ben, en tout cas, mais même pour revenir sur la musique, ce que je trouve... en fait, ça pourrait être très théorique. Il y a beaucoup de choses dans le film qui pourraient être très théoriques et qui, je trouve, ne le sont pas, parce qu'elles sont toujours vraiment... Donc, elles sont d'une grande justesse et au bon endroit au moment où elles le sont. Donc tout ce truc de travail sur le son, ce truc de la musique qui n'est que interne et qui est justement assez fausse, où il joue du piano, etc. Enfin, je trouve que tout ça pourrait être très très théorique et très très une idée plaquée sur une fiction et qui, comme elle est dans cette question permanente du chaos et du je ne veux rien plaquer, je ne veux rien figer, je trouve qu'elle évite cet écueil. Et en vrai, je trouve qu'elle survole un peu le genre, mais un peu comme dans le début de Nymphomaniac, Lars von Trier met du métal hyper vénère, fait des split screens, des choses qui sont quand même assez audacieuses, mais bon, il y a un moment quand les réals maîtrisent à un tel point, ça passe, là où à d'autres moments, ça pourrait être... oui, comme le cinéma d'Almodovar peut paraître très très formel, et parfois quand ça passe, ça paraît complètement justifié. Je ne sais pas l'expliquer davantage. Elle devait être super contente après Cannes, quand elle a reçu ce prix, là, ça devait être énorme. Donc, comment vous l'avez vécu tous ensemble? Transmets-nous un peu ce moment précis. Bah alors, Cannes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à Cannes, tout le monde sait qui va avoir la palme le matin, en fonction de la première personne qui a appelé. Parce que le jury se réunit le matin pour décider des prix, et donc il commence par décider de la palme. Donc là, dès que la palme est décidée, hop, quelqu'un du festival appelle les équipes en disant « Ce serait bien que votre équipe revienne ». Et comme toutes les équipes se parlent, tout le monde sait qui a été le premier appelé. Et là, cette année, c'était Glaser. Donc tout le monde savait que Glaser avait la palme. Donc nous, on savait qu'on l'avait pas. Et donc, vraiment, on a félicité l'équipe du Glaser en disant « Trop cool, bravo » et tout. Et après, la cérémonie, c'est une cérémonie où plus ça avance, enfin, les 7 équipes qui ont été rappelées savent qu'elles ont un prix. Donc c'est vraiment comme Miss France, en mode... on doit être semblant d'être content, mais en fait, quand on est appelé, on est trop vénère de ne pas être appelé un peu plus tard. Et du coup, nous, on savait qu'on était trop contents, ça avance, donc là, il en restait plus que 2, donc on était vraiment hyper heureux. On se dit, bah, super, on a le Grand Prix. Et quand Glaser a été appelé, vraiment, tout le monde a hurlé, mais pas du tout pour Glaser, vraiment juste en se disant, trop bien. Et on voit vraiment Justine à dire, merde, putain, et tout. Et vraiment pas du tout... Donc c'était assez joyeux. Après, il y a eu une semaine de polémique assez dure pour Justine, qui ont réussi à clore et à passer à autre chose. Voilà, mais quand même, non, c'est... En plus, ce qui est joyeux, c'est que les gens sont... Enfin, c'est assez partagé, c'est-à-dire que les gens sont très enthousiastes, sont très contents que ce soit ce film qui a été primé, donc il y a quelque chose, c'est pas un plaisir entre nous, c'est quelque chose qui est vraiment partagé. À chaque fois qu'on croise des gens qui l'ont déjà vu, ils sont contents, donc il y a quelque chose de joyeux. Vous l'avez vraiment aimé, ce film? Il y a des gens qui n'ont pas aimé d'ailleurs. Parce que c'est intéressant aussi d'avoir un avis négatif sur les choses et tout. Non? Tout là-haut. Tout là-haut peut-être? Ouais. Et c'est intéressant aussi d'avoir un avis. Pourquoi, tu sais, mais comment et tout ça. Est-ce que Question? Ouais, Hervé. Vous l'avez aimé? Mais non, justement, il y a quelqu'un au fond. La réalisation, elle est bien et tout. Ça c'est cool. Bravo. C'est pas moi, mais... ouais, bah oui, du coup. Je dirais. Moi, je pense que je suis pas assez mature pour comprendre le film. Waouh, ça a mis une ambiance, c'est cool. mais voilà. C'est intéressant justement le truc de la maturité par rapport à ce film. Ouais, je trouve qu'il faut peut-être avoir une maturité assez, je sais pas, peut-être pas, je sais pas, mais moi en tout cas, c'est ce que j'ai. C'est ma sensation. Moi, je suis dans une Trop bien dans 10 ans. C'est ça. Je suis pas sûr que... Non, enfin, je veux dire, on peut pas de toute façon réussir à atteindre tout le monde, même si c'est l'objectif.
mais je ne suis pas sûr que ce soit une question de maturité, il y a aussi une question de rythme, le film peut être assez lent au début, donc on peut ne pas du tout rentrer dedans et être perdu, et complexe, hein, le film. Hein. Il y avait aussi, je sais pas, par exemple, moi j'avais vu, il y a peu de temps, j'ai vu l'Armée des Ombres, de Melville, ouais, et c'est des rythmes qui sont plus du tout les nôtres actuellement. Et du coup, bizarrement, j'ai adoré, mais aussi parce que j'ai été surpris dans un truc de suspense où je me disais, mais comme la scène et le suspense durent 12 minutes, là où nous on est habitué à 2 minutes 30, on ne s'attend pas du tout à ce qui va arriver, et du coup j'étais en haleine sur un truc extrêmement lent. Voilà, je pense qu'il y a aussi des choses où, je ne sais pas si c'est une question de maturité, peut-être qu'il y a des moments où on voit un film et on y adhère, mais pas par rapport à une maturité, plus par rapport à là où on en est à ce moment-là. Mais c'est maturité, ça veut dire être en dessous, alors que je pense pas. Il y avait quelqu'un d'autre qui n'avait pas trop aimé là-haut. Ah, tout là-haut. Bah, allons-y. Bonsoir. En fait, moi j'ai bien aimé le film. Il y avait des acteurs puissants, entre autres vous. Mais le problème, en fait, c'est à l'heure actuelle, en fait, politiquement, avec tout le débat autour de la femme, son émancipation, etc. Ça m'a un peu déçu, en fait, la chute, dans le sens où c'était assez prévisible. Et j'ai l'impression que par moment, non seulement la blessure de la personne, enfin de la victime au tout départ, avec l'objet contendant, j'ai l'impression qu'elle voulait quand même laisser un gros doute. Et puis, on peut le voir, on essaye de déculpabiliser, mais il faut comprendre que c'est une femme qui prend du large, on va dire. C'est comme vous avez dit, je vous reprends votre mot, elle est vachement masculine dans son interprétation, dans l'idée du couple. Ça me fait penser au film de Funny Games US de Heineke, où l'homme est féminisé et la femme est masculinisée. Vous voyez ce que je veux dire? Sans poser de genre, hein. Aujourd'hui on est dans une société moderne, et c'est dans ce sens-là où moi je trouve que le film, j'ai l'impression que la réalisatrice en fait a changé constamment dans sa tête de position vis-à-vis de la culpabilité de la femme, parce qu'on peut voir qu'elle veut confier ses enfants à une inconnue, à l'heure où c'est très important, et il ne faut pas oublier qu'elle a été infidèle. Donc elle a quand même beaucoup de charges sur elle, tandis que le mec est assez dépressif, hein, on peut s'en douter que c'est difficile de vivre avec une personne comme ça, mais je trouve quand même que ça remet pas mal de choses en question. Mais par contre, j'ai adoré le film, hein. Les scénarios, les dialogues sont ciselés, tout est... Les intentions de chaque personne est bien détaillée, bien fournie. La scène est très forte, même la scène au tribunal où... Enfin, moi, je ne vous ai pas senti misogyne, je pense plutôt que c'est quelqu'un qui est là pour prouver la culpabilité d'une personne au sein du tribunal, et on sait très bien que la justice ne prend pas de gants quand il s'agit de trouver le coupable. Donc voilà, je voulais juste dire ça, mais par contre, c'était un très très bon film. En vrai, je pense qu'elle a un féminisme beaucoup plus... En fait, je pense qu'elle a écrit le film en étant convaincue qu'elle était innocente, en réalité, dans l'écriture. Et elle voulait une figure d'avocat général extrêmement méchante. Et après, il y a plusieurs choses. Il y a en vrai Swan, Arlo qui joue l'autre avocat, est dans quelque chose d'empathique, qui est moins fort pour un avocat. Il est aussi proche de l'accusé, de ce qui est complètement une catastrophe en termes d'idée de justice. Elle a évolué au fur et à mesure du tournage, de l'écriture, mais surtout du tournage et du montage. Après, moi, j'avoue, le fait que ce soit moins tranché, je trouve qu'elle est... c'est-à-dire que c'est aussi... je trouve que inversé, moi, je trouvais ça assez malin. Et sur l'idée de justement ce qu'on reproche à cette femme, on lui reproche de l'infidélité, etc. Elle dit, mais justement, pour elle, c'est quand même quelque chose de... Comme on n'a rien de précis, on va partout autour, et alors tout devient sujet d'interprétation. Et c'est quand même un peu nimp. Enfin, il y a quand même un truc de... Ah oui, alors... Enfin, comme on n'a pas le... voilà, elle, en vrai, elle le dénonce ça à la base. Après, le film le dénonce peut-être un peu moins que ce qu'elle pensait au départ. Est-ce que j'ai fait bien mon taf? Donc je pense que, en vrai, elle le dénonce plus que même... En tout cas, c'était plus son objectif à la base. Mais c'est quelqu'un de... Contrairement à ce que son discours a pu montrer, là où Arthur Harari est quelqu'un d'extrêmement, extrêmement vindicatif, je
Je pense qu'elle est très engagée, mais aussi assez, enfin, à l'image de son film, je pense. Assez ambivalente. Bonsoir. Tout d'abord, c'est bon comme ça. Tout d'abord, bravo. Je vous ai trouvé brillante dans le film. Tout à l'heure, on parlait de casting. Je me posais la question. Enfin, je serais curieuse de savoir de quelle façon est-ce que vous avez été amené à ce projet entre guillemets. Qu'est-ce qui vous a plu et est-ce que vous avez choisi d'interpréter ce rôle et pas un autre et pourquoi? Bah alors, en fait, moi, il y a un moment, ils ont pensé à moi pour le rôle de Samuel, donc du mari. Que je trouve trop bien parce que la scène, même si là on la voit beaucoup du point de vue de Sandra, la grande scène de couple, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Après, en vrai, le rôle de l'avocat c'était un peu plus évident pour moi dans l'idée de rapport à la parole et de rapport à la conviction, à la logique. Et je suis arrivé là-dessus parce que la productrice de ce film, ils sont deux producteurs, la productrice Marion Giuliani, c'est la productrice de 100 battements par minute. Et c'est la productrice d'un film de Laurent Cantet, Arthur Rimbaud, dans lequel j'ai joué. Et elle me dit qu'elle a beaucoup œuvré pour que je sois dedans. Or, moi, on m'avait aussi beaucoup dit qu'elle avait tout fait pour que je sois une femme et que ça l'embêtait que ce soit moi. Donc je ne sais pas, en vrai, d'où ça vient à un moment. Justine avait aussi vu, au moment où elle finissait l'écriture, elle avait vu le film, elle est très amie avec Samuel Tice, qui est le réalisateur de Petite Nature, dans lequel je joue. Du coup, elle avait vu l'enfant pour jouer l'enfant. Finalement, elle a choisi de ne pas le prendre. Elle m'a vu moi pour jouer dans... Elle ne savait pas encore trop où, enfin, l'avocat ou Samuel. Enfin, elle a vu Samuel, par ailleurs, pour jouer Samuel, finalement. Donc, c'est toujours assez vertigineux parce que c'est par rapport au rôle qu'on a fait, mais c'est aussi toujours un peu un hasard de est-ce que de la telle soirée, quand même, parfois. Mais il ne faut pas trop penser à ça, sinon c'est marrant. Enfin, sinon, on passe son temps à sortir. Et... faut agir sur quoi on peut agir. Non. Bon, on a fait un long film. Ouais, on est impressionné par ce film, on est vachement fiers de le sortir la semaine prochaine. On remercie beaucoup, il y a Clara qui représente, qui est programmatrice au Pacte, le Clacoté. Clara, on qui est là-bas parce qu'elle qui distribue ce très beau film. Voilà. Vous aide beaucoup tout le temps à organiser ces avant-premières, parce que ça, sans les sociétés de distribution, on n'aurait pas forcément la possibilité de le faire toujours. Mais c'est vrai que moi je voulais revenir sur un film parce que Antoine, parce que ce film n'a pas eu le succès qu'on aurait voulu qu'il ait. Il est sorti à une date qui était pas idéale. Il est sorti le 26 juillet. C'est un film marocain que on va essayer, on pourra peut-être le rattraper à un moment donné ou à un autre. Mais c'est Les damnés ne pleurent pas. Le film qui est vraiment nous a vraiment beaucoup impressionné. Il y a eu l'émeute avant, là, le film marocain. Et c'est un film que tu as tourné il y a longtemps, ça, les damnés là, ne pleurent pas. Je l'ai tourné un mois avant un mois avant le truc. D'accord, ok. Je ne sais pas si on aura l'occasion de reprendre ce film, mais vraiment c'était un film assez important, enfin, je trouve. Vraiment sur une relation très fusionnelle entre une mère prostituée marocaine, entretenue, prostituée, et un fils qui, du coup, qui découvre aussi sa sexualité. Impressionnant. Ouais. Bon, en tous les cas, bien fort, Antoine. Merci beaucoup. Merci Antoine.